Marseille, élection législative à refaire, le duel Bernard Tapie-Guy Tessier ne passionne plus les foules, abstention relativement importante au premier tour. Roumanie, le président Ceausescu et son épouse dirigent le pays d'une main de fer et l'entraînent vers la ruine économique, rasant au passage les vestiges de son passé historique, un document exceptionnel dans ce journal. Au Québec, le chanteur Renaud fait un tabac, nos cousins comprennent très bien son français, qui n'est pourtant pas celui de la belle province. Un Renaud plein d'humour, un reportage avec l'accent à la fin de cette édition. Madame, monsieur, bonjour. Le temps passe, bonsoir plus exactement. Le temps passe et les choses ne sont plus jamais ce qu'elles ont été. Sur la Canebière à Marseille aujourd'hui, le duel Super Tapie contre Guy Tessier qui avait passionné les foules en juin dernier n'a pas fait recette. Un nombre important d'abstentions dans cette élection législative partielle après l'annulation de l'élection du RPR Guy Tessier qui n'avait battu que de quelques voix l'industriel Bernard Tapie. À Marseille, tout de suite, nous rejoignons Patrice Velay. Longue Jacqueline, épouse d'Arietto, 03 10 47. Il a changé de casquette. Guy Tessier, le candidat, laisse place à Guy Tessier, maire de secteur et président d'un bureau. Comme lui, Hyacinthe Santoni, conseiller municipal et candidat. Car aujourd'hui à Marseille, chacun des 60 bureaux était tenu par un élu municipal. Personne ne voulait renouer avec la fraude, mauvais souvenir de l'élection de juin. Élection partielle sous le signe de la transparence donc, et pourtant faible mobilisation de l'électorat. 14,15% à midi, 42,5% à 17h. En comparaison, au premier tour en juin dernier, 65% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Une partielle sans enjeu national et la seule perspective de municipales agitées sur le Vieux-Port n'a pas suffi à rendre aux Marseillais leur ardeur électorale. Non mais disons que c'est toujours pareil pour moi. Alors j'irai voter, ça ne changerait pas grand-chose. J'attends ce que j'attends depuis toujours, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous savez, les promesses sont bien gentilles, mais... Je ne perds rien d'aller voter. J'ai mes idées. J'y vais voter. Pardi, j'ai été voté. C'est important? Et bien sûr que c'est important. On est dans la nation, il faut voter. Toute la journée, les candidats ont fait le tour des bureaux, histoire de sentir la tendance et pourquoi pas de convaincre les abstentionnistes ou les derniers indécis. Oui, mais moi aussi je le fais. Mais c'est d'ici que sortira le verdict des urnes, dépouillement sous haute surveillance depuis 18 h. Première tendance, fléchissement du Front National et maintien du vote communiste. Voilà, donc vous le comprenez, les résultats sont longs à venir, étant donné la haute surveillance de ce scrutin. Peut-être les résultats dans le courant de ce journal, en tout cas dans la dernière édition qui vous sera présentée tout à l'heure par Philippe Gasson. Deuxième sujet de l'actualité, l'affaire Péchinet, un dimanche sans nouvelles révélations, mais avec plusieurs réactions politiques virulentes de l'opposition que nous écouterons dans un instant. L'occasion aussi de faire le point sur la dernière information en date, publiée par le journal Le Monde hier après-midi, l'acquisition non plus de 10 000, mais de 50 000 actions de la société américaine rachetée par la société française Péchinet par Roger Patrice Pelat, ami proche, très proche même du président de la République, qui deviendrait ainsi un des acteurs principaux de cette affaire. Mais rappelons-le encore, l'information est à prendre au conditionnel. Et en attendant la sortie officielle du rapport de la commission des opérations de bourse, toujours prévue pour le 31 janvier, elle sera difficile à vérifier cette information dans la mesure où M. Pelat est un homme très discret, compagnon de captivité et de résistance du président de la République. C'est un industriel difficile à classer politiquement, mais dont l'amitié avec M. Mitterrand ne s'est jamais démentie. Roger Patrice Pelat, un homme discret au point que l'on ne possède que très peu d'images de lui et encore moins de paroles enregistrées. Françoise Joly, Pascal Guimier. Roger Patrice Pelat, l'un des tout premiers noms côté français à avoir été cité dans l'affaire Péchinet. Mi-décembre, le journal L'Express révèle que Patrice Pelat a acheté 10 000 actions de la société Triangle, un achat exécuté à Paris en son propre nom. Mais voilà, dans une période critique, quelques jours avant la transaction officielle entre Péchinet et les Américains. Un sacré coup financier réalisé grâce à un de ses amis, Max Terré, l'ancien président de la FNAC, qui a également acheté les actions et qui affirme tout simplement avoir eu du flair. Ni lui, ni Patrice Pelat, dit-il, n'ont bénéficié d'informations privilégiées.
Mais hier, nouvelle révélation du journal Le Monde, Patrice Pela aurait en fait acheté non pas 10 000 mais 50 000 actions après un deuxième achat beaucoup plus discret en Suisse. Patrice Pela se retrouve donc ce soir sous les projecteurs car également très proche du président de la République. François Mitterrand et Roger Patrice Pela marchent du même pas depuis plus de 45 ans. Au Panthéon en 1981, dans les premiers rangs, plus qu'un ami pour le nouveau président, un intime. Il aime par exemple, lorsqu'on se promène dans Paris, c'est avant ses émissions, c'est se détendre, de parler des choses de la vie. Une amitié nourrie de souvenirs née en captivité dans un stalag quelque part en Allemagne. Combattant des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, Patrice Pela deviendra le supérieur hiérarchique de François Mitterrand dans la résistance. Les deux hommes, depuis lors, ne se sont jamais perdus de vue. Mais si François Mitterrand choisit très vite la politique pour en gravir finalement tous les échelons, son compagnon de route, lui, se contentera de mandats plus modestes. Maire de Boutigny-sur-Essonne, une petite commune de la région parisienne, puis conseiller général de la Ferté-Alais jusqu'en 82, Patrice Pela reste avant tout un chef d'entreprise. À la tête de Vibrachoc, spécialisé dans la sous-traitance de matériel électronique, M. Pela négocie des contrats internationaux, gagne de l'argent, puis revend son entreprise à Alstom et regagne de l'argent dans l'affaire. Depuis sa mise en cause par le journal Le Monde, hier, Patrice Pela se fait encore plus discret que d'habitude. À son domicile parisien, personne, le téléphone reste aussi sourd que la porte est close. En Sologne, à quelques kilomètres de la Ferté-Saint-Aubin, cette demeure de maître, un château Louis XIII perdu au milieu d'hectares et d'hectares de forêt, témoigne de la réussite professionnelle de Roger Patrice Pela. Mais M. Pela, évidemment, n'est pas là. Enfin, dans l'affaire Péchinet, restent toujours ces questions concernant la filière suisse, celle par qui est passé le plus gros volume d'actions. Mais là, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre d'achat de ces titres. Réaction politique sur cette affaire ce soir. L'opposition attaque très fort après avoir modulé ses attaques durant la semaine dernière. Sur RTL, d'abord, réaction d'Alain Juppé, secrétaire général du RPR, qui considère que l'image de François Mitterrand est assurément éclaboussée par les affaires, suivie d'une métaphore en forme de jugement sur les socialistes que je lui laisse le soin de vous livrer. Monsieur Juppé. On avait l'habitude de dire, ça n'était pas mon opinion, mais beaucoup d'observateurs le disaient, que la France avait la droite la plus bête du monde. Je me demande si les socialistes ne sont pas en train d'apporter la démonstration qu'elle a la gauche la plus pourrie du monde. Monsieur Bérégovoy serait bien inspiré s'il s'engageait devant les Français. Nous avons des procédures de coopération avec les Américains, à coopérer avec la SEC et à publier, très officiellement, le rapport de la SEC. Comme ça, on saurait. Monsieur Michel Noir, RPR, encore maintenant sur Europe 1 ce soir. Lui, Monsieur Noir, veut une commission d'enquête. On l'écoute. J'ai mal un peu à la France quand je vois tous les jours, à la une ou en page 2 du Financial Times, du Herald Tribune ou du Boston Globe, tous les jours, l'image de la France comme étant le pays des affaires. Ça me fait mal. Pour sortir de ce climat malsain et pour éviter qu'il y ait justement ces amalgames entre affaires et pouvoir politique. Je fais la proposition à Michel Rocard, Premier ministre, et à Pierre Bérégovoy, ministre des Finances. Sont-ils prêts à accepter la proposition de création de commission d'enquête que je ferai jeudi prochain en commission des Finances lors de l'audition de M. Pierre Bérégovoy? S'ils l'acceptent, je crois que tous les Français les croiront lorsqu'ils disent qu'ils veulent toute la vérité dans cette affaire. À l'autre bord politique maintenant, M. André Lajoigny du Parti communiste au forum RMC FR3. Il s'indigne de ces milliards qui, dit-il, passent au-dessus de la tête des salariés et demande lui aussi la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Monsieur Lajoigny. Au moment où on refuse, c'est ça le scandale le plus grand, au moment où on refuse les revendications légitimes des gens, des salariés qui demandent le SMIC à 6 000 francs, une augmentation des salaires dans la fonction publique, dans l'éducation nationale, dans la santé et ailleurs, eh bien voilà que les milliards valsent, les milliards publics. Leurs milliards, à eux, valent au-dessus de leur tête. Eh bien, moi, je dis, il ne faut pas étouffer cela. C'est pour ça que je demande une commission d'enquête parlementaire qui aura cette mission-là, même si ces commissions d'enquête devraient avoir, à mon avis, plus de pouvoir. Enfin, telles qu'elles sont, elles ont du pouvoir. Elles doivent contribuer avec la SEC américaine, avec la COB, à faire la clarté et surtout, lorsque la clarté sera faite, faire que les responsables, quels qu'ils soient, et à quelque niveau qu'ils soient,
soit poursuivi en justice et soit puni. Enfin, M. François Daubert, vice-président de l'UDF, interrogé sur Radio Pacifique FM, trouve invraisemblable qu'un ministre de la Ve République ne couvre pas ses collaborateurs, tout en reprochant à M. Boublil, directeur démissionnaire du cabinet du ministre des Finances, M. Bérégovoy, de s'être, dit-il, entre 1981 et 1984, alors qu'il était en poste à l'Élysée, amusé avec les filiales des grands groupes français comme on joue au Monopoly, considérant les dirigeants de ces entreprises comme des pions sur un jeu d'échecs. Une autre affaire d'ailleurs intéresse M. Daubert, le rachat de la société de cinéma Pathé. M. Daubert affirme que le Crédit Lyonnais, banque nationalisée française, a donné des instructions à sa filiale hollandaise pour prêter de l'argent à un homme d'affaires italien, M. Paretti, déjà condamné par la justice, afin de participer au rachat de Pathé en collaboration avec un homme d'affaires français proche de l'Élysée lui aussi, Max Terret, dont on a déjà parlé ce soir, et qui, selon M. Daubert, ne serait peut-être dans cette affaire qu'un homme de paille. En dehors des affaires proprement dites, dans la perspective des élections municipales, le Front National a adopté aujourd'hui une charte visant à réduire l'immigration, en particulier dans les banlieues où elle a été concentrée, dit M. Le Pen. Le texte demande également que la préférence nationale soit établie dans l'accès au logement HLM et à l'aide sociale. Enfin, le Front National veut également que la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum au niveau local, soit développée. La politique étrangère en commençant par la Roumanie. À 2 heures d'avion de Paris, ce pays d'Europe de l'Est, riverain de la mer Noire, vit actuellement un drame. Depuis plusieurs années, en effet, maintenant, le chef de l'État et son épouse, qui le secondent, M. et Mme Ceausescu, dilapident le potentiel économique de ce pays, pourtant très important, en appliquant, par exemple, par la force, une politique qui aboutit à la ruine du pays, sur tous les plans, y compris son histoire. Ce document vous sera présenté dans son intégralité jeudi soir dans le magazine Résistance sur Antenne 2. Jacques Violet, résumé de ce document. Image de misère et de pénurie. Visage d'un peuple qui vit sous la terreur, la peur, la violence et la torture morale. Aujourd'hui en Roumanie, on a faim. Les principales préoccupations, se nourrir, se chauffer, se vêtir. Les seuls magasins qui existent, les magasins d'État, sont vides. Et chaque arrivage entraîne d'incroyables files d'attente. Cette situation de crise est imposée à la population par son guide, Nicolae Ceausescu, le conduttatore, comme on l'appelle, au pouvoir depuis 1965. En 1983, au nom de l'indépendance nationale, il décide de rembourser d'un seul coup la dette de la Roumanie, 10 milliards de dollars. Les Roumains doivent se sacrifier. Toute la production de viande, de légumes est exportée vers l'étranger. Bucarest n'importe pratiquement rien. Chaque Roumain n'a droit qu'à 500 grammes de viande par mois. Le pain, le sucre, l'huile, tout est strictement rationné. Les vieux ne sont plus soignés après 70 ans. La mortalité infantile est telle que les naissances ne sont prises en compte qu'après 1 mois. L'agriculture est collectivisée, on détruit des villages entiers et l'on déporte les paysans. Le dictateur, entouré de sa famille, instaure le national-communisme dynastique. Il veut créer un homme nouveau, celui qui n'aura pas de passé. La folie des grandeurs, la mégalomanie n'a pas de limite. Sur les ruines de ce qui fut le Bucarest historique, Ceausescu fait construire un palais et un boulevard du triomphe du socialisme. Le peuple roumain, lui, vit le goulag au quotidien. Même le grand frère soviétique trouve que la Roumanie n'est plus présentable. Pologne, 2 événements aujourd'hui. Le syndicat Solidarité accepte officiellement une table ronde avec le gouvernement. D'autre part, l'archevêché de Varsovie a confirmé qu'un prêtre proche des milieux de l'opposition politique au gouvernement du général Jaruzelski avait été assassiné, ce qui n'est pas sans rappeler l'affaire du père Popieluszko, opposant lui aussi, qui avait été abattu par la police secrète. Isabelle Bechler. Voici le père Stéphane Nidzialak, il y a quelques mois, au milieu d'un rassemblement de responsables de solidarité. Âgé de 74 ans, il était un des membres notoires de l'opposition polonaise. Depuis quelques jours, il était inquiet. Il aurait même dit à quelques proches qui n'avaient pas pris au sérieux son angoisse, qu'il redoutait qu'on le tue.
Son sacristain l'a trouvé ce matin dans la cuisine de son appartement, gisant dans une mare de sang, le crâne enfoncé. L'appartement était mis à sac, l'argenterie avait disparu, mais pas l'argent liquide, ce qui fait penser à un meurtre maquillé en cambriolage. Ce matin, le père Nidzialak devait prononcer une messe à la mémoire de Polonais morts en 1863 en luttant contre l'occupation russe. Dans l'entourage de Solidarité, cet assassinat étrange fait bien sûr penser à une provocation destinée à saboter les négociations entre le syndicat interdit depuis 81 et le pouvoir. Au Pays basque espagnol, une manifestation monstre a marqué à Bilbao la fin des 15 jours de trêve des attentats décidés unilatéralement par les terroristes de l'ETA. Reste à savoir maintenant si le gouvernement central de Madrid va faire un geste ou si le cycle de la violence va reprendre. Marc Maisonneuve, Philippe Etcheverry. À Bilbao, dans la nuit de samedi à dimanche, 40 000 manifestants selon la police, 100 000 selon les organisateurs sont descendus dans la rue. Répondant à l'appel d'Herri Batasuna, organisation proche de l'ETA, les manifestants ont un double objectif, la reprise des négociations entre l'organisation séparatiste et le gouvernement espagnol et l'annonce de la fin d'une trêve de 15 jours. La trêve des attentats a des chances d'être prolongée si le gouvernement espagnol est capable de proposer un calendrier de travail pour examiner nos revendications. S'il n'a à offrir une fois de plus que des propositions de réinsertion sociale pour les membres de l'ETA, nous allons vers un réel échec. Après l'arrestation de Josu Ternera, membre d'ETA il y a 10 jours, le numéro 2 du gouvernement espagnol se dit prêt à représenter Felipe González à la table des négociations. Au moment où les slogans évoquent la paix, on peut parler d'une évolution. À 3 semaines de la date officielle du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, la résistance, qui n'accepte elle aucune trêve politique, accentue sa pression sur les principales villes du pays, dont la capitale, Kaboul. Et les soviétiques, à la manière des Américains à la fin de la guerre du Vietnam, ont organisé un véritable pont aérien pour assurer le ravitaillement en denrées essentielles des habitants assiégés. Gilles Rabin. Kaboul, la famine, qui n'a plus ni pain, ni sucre, ni sel, plus d'essence, plus de bois de chauffage. Kaboul dans la neige, le froid et le rationnement, 200 grammes de pain seulement par jour et par personne. Kaboul, la panique, qui a compris que le gouvernement pro-soviétique ne survivrait pas longtemps au départ des soldats de l'armée rouge. Kaboul assiégé par une résistance afghane qui change de tactique, n'attaque plus les convois militaires soviétiques, mais assiège les grandes villes pour les affamer. Pour desserrer l'étau et tenter de casser le blocus des villes, l'aviation soviéto-afghane bombarde tous les jours les positions des moudjahidines, sans véritable résultat. Pour casser le blocus, Moscou a monté à la hâte ce pont aérien alimentaire. Comment partir sans trahir? Ce reportage de la télévision soviétique est là pour attester que les Russes n'abandonnent pas leurs frères afghans ni leurs alliés. Aujourd'hui pourtant, les régiments soviétiques repartent clandestinement dans le plus grand secret et c'est la résistance afghane qui comptabilise les retraits. 12 000 soldats de l'armée rouge sont rentrés en URSS cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, en visite officielle en Israël depuis ce matin. Et déjà une première rencontre avec le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, pour tenter de le convaincre de la nécessité d'une négociation internationale et d'une discussion directe avec les Palestiniens de l'OLP. Sur place, notre envoyé spécial Martine Laroche-Joubert. D'abord la mémoire, celle des Juifs tués pendant l'Holocauste. Roland Dumas ce matin, à Jérusalem, au monument de Yad Vashem, une cérémonie à l'écart de toute politique, en hommage à son père, Georges Dumas, exécuté par les Allemands pour avoir sauvé des Juifs, comme Simone Nathan. Pour chaque juste, un non-juif qui les a aidés, on plante ici un arbre. Ce sont les justes parmi les nations, ces personnes pas très nombreuses. Je vous remercie. L'après-midi, la politique. Rencontre avec le président Herzog, le ministre des Affaires étrangères, Moshe Arens, et bien sûr, Yitzhak Shamir, le Premier ministre. 1h10 d'entretien. J'ai eu des conversations très approfondies sur l'état d'esprit des dirigeants israéliens dans la conjoncture internationale actuelle. Je dirais même la volonté que j'ai rencontrée partout de prendre des initiatives qui iront dans le sens de la paix.
c'est une volonté qui se dégage des conversations que j'ai eues. Vouloir la paix tout en maintenant ses positions, pas de conférence internationale, mais des négociations directes, sans l'OLP, c'est toute la difficulté de la politique de Yitzhak Shamir. En tout cas, la visite de Roland Dumas aura peut-être permis d'adoucir l'amertume d'Israël après les récentes victoires diplomatiques de Yasser Arafat. Côté palestinien, Roland Dumas a rencontré en fin de journée quelques personnalités, dont le maire de Bethléem, Elias Frege. Rencontre prévue au programme. À mi-chemin entre la politique et les faits divers en Belgique, une semaine après la disparition mystérieuse de l'ancien Premier ministre Paul van den Boeynants, la police est de plus en plus perplexe et inquiète. Aucune piste sérieuse, pas de nouvelles d'éventuels ravisseurs. Transportons-nous maintenant au nord-est de l'Italie, à la frontière autrichienne. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la région du Haut-Adige est rattachée officiellement à l'Italie sous forme de province autonome. Mais depuis 70 ans maintenant, tous les efforts d'italianisation de la population ont échoué. La preuve, vous allez la voir dès la première image de ce reportage réalisé par Valérie Fourniou et Franck Brisset. Regardez. Ces habitants de Sarentine sont italiens. Et pourtant, comme tous les dimanches matins, c'est ainsi qu'ils se présentent devant Dieu en tenue traditionnelle du Tyrol. Nous sommes au cœur du Haut-Adige, cette province annexée en 1919, conquête italienne sur l'Empire austro-hongrois lors de la Première Guerre mondiale. Et depuis 70 ans, dans les campagnes et dans les villes, deux cultures s'affrontent. La langue officielle est certes l'italien, mais toute la province pense en allemand, en autrichien. Les 2 tiers de la population se battent pour garder leurs racines, leur langue et leur culture. Chaque ville, chaque rue, chaque objet ont 2 noms, l'un allemand, l'autre italien. Les plus extrémistes, comme ceux du parti Emabund, en appellent même à l'ONU, en se référant à la Constitution des droits de l'homme pour le droit à l'autodétermination des peuples. Il n'y a aucun doute, le Sud-Tyrol peut vivre indépendant, avec le soutien de l'Autriche qui est notre modèle. État libre, pays libre. Nous voulons l'autodétermination, c'est notre droit et la seule solution pour arriver à cette indépendance. Eva Klotz, ou l'engagement d'une minorité de Tyroliens. Son parti n'a obtenu qu'un seul siège lors des dernières élections au Parlement du Haut-Adige, une province au statut particulier en Italie. Ce Parlement est autonome depuis 1971. Les Sud-Tyroliens sont fiers de cette différence. Elle marque leur détachement de l'Italie. Et comme pour mieux l'affirmer, ils exposent leurs traditions. Cette confrérie, issue du Moyen-Âge, honore une fois par an ses ancêtres, tous chevaliers d'une guerre et de l'honneur à conserver. Lors de la dernière, ces hommes ont choisi, ils étaient italiens et se sont battus aux côtés d'Hitler. Nous sommes actuellement préoccupés par l'ingérence du gouvernement central qui contrôle de plus en plus l'autonomie du Sud-Tyrol. Alors nous considérons que cette autonomie, notre autonomie, est en péril. Bruno Hosp, président de cette confrérie, s'affiche en libéral. Le parti dont il est le leader a obtenu 35 sièges. Au Parlement régional, il est majoritaire dans la province. Face à lui, le MSI, mouvement social italien, parti néofasciste. Majoritaire, lui, mais à Bolzano, le chef-lieu de la province. Car côté italien, on est un peu nostalgique. On aimerait bien revivre une certaine époque où le pouvoir de Rome était plus fort. Moi, je considère, comme mon parti le soutient, que la période 1922 et 1939-1940, grâce aux accords entre Hitler et Mussolini, le problème du Haut-Adige était résolu. Et aujourd'hui, la situation serait certainement meilleure si ces accords étaient toujours appliqués. Dans le Haut-Adige, quelle est la vraie minorité ? Celle qui s'affiche en martyr d'une frontière qui l'a séparée de son identité, ou celle qui se bat pour exister envers et contre tout dans ce décor autrichien qui ne lui convient pas.
La page mode maintenant, début des défilés aujourd'hui, des collections printemps-été 89, des grands couturiers. Ce soir, Christian Lacroix et Torrente. Reportage de Yoba Grégoire et Didier Dahan. Légère, fluide, enveloppée de mousseline, femme maharaja ou romantique à l'anglaise, c'est la femme-femme, transparence coquine, ligne près du corps. Longueur au genou ou à la cheville, quelquefois au mollet, suivant l'humeur. Tailleur tricolore pour bicentenaire. Et glamour pour le soir, belle matière pour belle du soir, une collection féminine et radieuse chez Torrente. Ligne trapèze, robe au genou, pantalon large, jaune citron et fuchsia, les couleurs fétiches de Christian Lacroix, nostalgie des anciennes colonies, influence de l'Orient qui nous fait rêver tout comme ses robes. Délicate broderie pour ce poncho en organza, une collection romantique et exotique tout à la fois, qui le temps d'un défilé nous fait voyager dans les pays lointains. Voilà, suite dans les jours qui viennent. Le Premier ministre du Québec, Robert Bourassa, vient d'arriver à Paris pour tenter de relancer les relations économiques entre Paris et la belle province. En effet, malgré l'unité de langue, la France n'est que le 5e fournisseur et le 6e client du Québec. Dans le même temps, car je veux vous parler d'autre chose, sur le plan culturel, le chanteur français Renaud a entrepris une tournée là-bas, au Québec. Et il nous a semblé intéressant de savoir si le français de Renaud était apprécié par nos cousins. Reportage de nos confrères québécois, André Chouinard, Paul Landry, réalisation Pierrette Forgue. Regardez, ça vaut la peine. Bienvenue dans mon tipi. Ce soir, visage pâle, déterré, hache de guerre contre gros cons haineux et fumé qu'allumé de la paix avec vous. Fatigué de parler, fatigué de me taire. Renaud Séchant donne nettement l'impression d'être chez lui au Québec. Confiant et fort de l'affection qu'il a du public, il tire sur tout ce qui bouge ici. Il est documenté au point d'étonner. Herbert Léonard. Non, mais la prochaine fois qu'il vient ici, gardez-le. Et voici comment Renaud, citant un ministre québécois, présente la chanson sur Madame Thatcher. Il dit, en fait, la véritable grosse maudite anglaise. Femme du monde ou bien putain qui vient souvent être les mêmes. Renaud est connu au Québec depuis 1984. Comment perçoit-il les Québécois? Il y a un titre qui disait « On juge un peuple à ses chauffeurs de taxi et à ses garçons de café ». Les garçons de café parisiens et les chauffeurs de taxi parisiens sont assez agressifs. Dans l'ensemble, je généralise. Ici, les gens sont chaleureux, ils ont du cœur, ils sont ouverts, ils s'attachent moins d'importance aux... Ils décortiquent pas, ils analysent pas avec le langage, ils s'attachent moins d'importance aux mots. Quand ils parlent peu, mais ça va plus droit au cœur. Et les Québécois, Québécoises, eux, qu'en pensent-ils? Oui, bonjour les Français. Pourquoi qu'on aime Renaud? Parce qu'il est vrai, il est authentique, puis il dit ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on l'aime. Mis à part Gilles Vigneault, Renaud est le seul chansonnier à oser se prononcer sur les problèmes linguistiques et défendre avec nuance la loi 101 qui protège la langue française d'Amérique. C'est-à-dire que je suis en même temps farouche défenseur de l'esprit de la loi 101, puis en même temps j'aime pas les lois, et puis en même temps j'aime les minorités. Et puis donc je sais que malgré tout il y a une minorité d'anglophones au Québec, j'ai pas envie que ces gens-là soient rejetés dans un ghetto. Si en France mon public apprend que j'ai fait applaudir une loi, je suis foutu. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Renaud le prouve, il est maintenant presque un chanteur québécois. Et lorsqu'on lui demande s'il aimerait vivre ici... J'ai une petite maison à Montréal et je suis un petit peu citoyen de ce pays. Mais de toute façon, je me sens citoyen du monde. Moi, je plante mon hameçon tout en haut d'une branche, je tire sur le... Ici André Chouinard, à Québec. Voilà, merci André. Le résultat du tiercé pour terminer ce journal, du tiercé et du quartet d'ailleurs, qui s'est couru cet après-midi à Vincennes. 10, 5, 17, c'est l'ordre d'arrivée. Beau tiercé, 28 397 francs 50 centimes. Pour ce qui concerne le quartet,
Le 13 qui a porté chance aujourd'hui, 241 534 francs et toujours 20 centimes. Voilà. Ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite le film, Le policier du dimanche soir. Et puis aux alentours de 23h30, Philippe Gassot pour les toutes dernières informations et notamment les résultats de l'élection législative partielle de Marseille avec M. Bernard Tapie et Guy Tessier. Et puis bien sûr demain matin, Télématin 6h45. Antenne de midi à 13h, et puis à 20h, vous retrouverez ici même Hervé Claude. Quant à moi, je serai vraiment ravi de vous retrouver samedi prochain pour tout le week-end. Au revoir, à la semaine prochaine.